Entre 1933 et 1945, l'Allemagne nazie a mené une campagne systématique visant à purifier la société allemande de ceux qu'elle considérait comme des menaces biologiques pour la santé de la nation. Le SS Hauptsturmführer Joseph Mengele fut le plus cruel des médecins opérant à Auschwitz. Il sélectionnait souvent personnellement ses victimes sur le quai d'arrivée du camp, montrant une macabre prédilection pour les paires de jumeaux. Les expériences pseudo-médicales menées par Mengele, ainsi que par le docteur Horst Schumann et le docteur Karl Klauberg, incluaient des tests de stérilisation à l'iode, aux rayons X et au nitrate d'argent, la castration de ceux considérés comme sous-humains et l'insémination artificielle destinée à développer la prétendue race aryenne. En outre, d'autres pratiques aberrantes étaient exécutées, telles que l'euthanasie, la manipulation génétique et la recherche raciale. Parmi les plus cruelles figurait l'injection de substances chimiques dans les yeux pour tenter d'en changer la couleur ou la création de siamois artificiels par la fusion forcée de corps, perpétuant une souffrance inimaginable au nom d'une idéologie perverse. La supériorité raciale et le darwinisme social, fondement de l'idéologie nazie. L'idéologie totalitaire qui s'est consolidée en Allemagne durant la première moitié du XXe siècle reposait sur une série de croyances profondément enracinées qui ont justifié des pratiques inhumaines et diverses expérimentations pendant l'Holocauste. Hitler a exposé ses opinions racistes dans son livre Mein Kampf ou Mon combat en français et a propagé l'idée d'une lutte raciale continue. Au cœur de cette idéologie se trouvait la notion de supériorité raciale qui divisait l'humanité en catégories hiérarchiques où la race aryenne était considérée comme supérieure, tandis que d'autres groupes, comme les Juifs, les Roms et les personnes handicapées, étaient jugés inférieurs. 1000. Bien sûr, chaque race possédait des caractéristiques spécifiques pouvant être héritées de génération en génération, et on disait que celles-ci déterminaient l'apparence, l'intelligence et la force d'une race. Cette croyance en une hiérarchie raciale a été alimentée par des théories pseudo-scientifiques popularisées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, utilisées pour légitimer la discrimination et la violence systématique. L'eugénisme, qui se consacrait à l'amélioration de la population humaine par la reproduction contrôlée, a gagné un soutien considérable en Allemagne, tant dans les cercles académiques que dans la société en général. Après la Première Guerre mondiale, les eugénistes ont fait valoir qu'il était nécessaire de restreindre la reproduction des individus jugés génétiquement inférieurs pour renforcer la société. Dans ce cadre, la propagande gouvernementale était omniprésente et imprégnait tous les aspects de la vie. L'image de la personne aryenne idéale était enseignée dans les écoles, tandis que du contenu antisémite était diffusé dans les journaux, les films et les affiches. Les nazis ont également réinterprété le concept de darwinisme social pour appuyer leur idéologie. Ils ont soutenu que seules les races les plus fortes devaient survivre et que la guerre contre les autres races était une nécessité naturelle. La théorie biologique de Charles Darwin fait référence à l'évolution des espèces dans un contexte naturel et non à la justification des inégalités sociales ou raciales. Darwin n'a jamais proposé que ces idées soient appliquées aux relations humaines, encore moins à des contextes de guerre. Pourtant, cette vision a légitimé non seulement l'agression militaire, mais aussi des mesures brutales contre les civils dans les zones conquises. Par ailleurs, l'idéologie nationale-socialiste était marquée par un antisémitisme virulent, où les Juifs furent désignés comme l'ennemi principal de la nation. Ils étaient non seulement considérés comme une race à part, mais également accusés de nombreux problèmes sociaux auxquels l'Allemagne faisait face, tels que la défaite lors de la Première Guerre mondiale et la crise économique qui a suivi. Cette diabolisation a été alimentée par une propagande systématique visant à convaincre le peuple allemand que les Juifs représentaient une menace pour leur bien-être et leur identité nationale. À travers l'éducation et des campagnes publiques, l'image de l'Aryen idéal, blond, aux yeux bleus et robuste, était promue, en opposition à l'image stéréotypée du Juif, présenté comme inférieur et nuisible. La notion d'une communauté du peuple était centrale dans la propagande nazie, où seule l'inclusion de véritables Allemands était permise. Ceux qui ne correspondiront pas à cette image, comme les Juifs, les Roms et les personnes handicapées, furent exclus et considérés comme une menace pour le sang allemand.
Cette idéologie a non seulement justifié la stérilisation forcée, mais aussi posé les bases de l'Holocauste, où des millions de personnes furent systématiquement assassinées. L'eugénisme a eu un impact profond sur la pratique médicale sous le Troisième Reich, servant de fondement idéologique à diverses mesures inhumaines. De plus, l'eugénisme a été utilisé comme justification pour le programme d'euthanasie connu sous le nom d'Action T4, qui a entraîné l'extermination systématique de personnes atteintes de handicap et de maladies mentales. Ce programme était considéré comme nécessaire pour protéger la santé du peuple et réduire les coûts pour la société. Les médecins ont joué un rôle crucial dans la planification et l'exécution de ces mesures d'euthanasie, en évaluant les patients et en décidant de leur valeur de vie, ce qui a conduit à l'anéantissement de milliers de personnes. Les expériences médicales furent également légitimées par l'idéologie eugénique, permettant la réalisation de recherches cruelles sur les prisonniers des camps de concentration. Ces pratiques incluaient des études génétiques, des tests de survie dans des conditions extrêmes et d'autres procédures médicales non éthiques. La justification de ces tests reposait sur une interprétation déformée de l'eugénisme, affirmant que de telles recherches étaient nécessaires pour l'amélioration de la race humaine, ce qui a conduit à une déshumanisation encore plus grande des victimes. Les médecins furent formés au principe de l'hygiène raciale, entraînant une large acceptation des mesures discriminatoires au sein du système de santé. De nombreux professionnels de la médecine ont justifié leur participation à ces programmes en arguant qu'ils agissaient pour le bien commun, ce qui a conduit beaucoup à sacrifier leurs principes éthiques et à s'impliquer dans des crimes contre l'humanité. L'héritage sombre de la médecine nazie, les professionnels comme Mengele et Klauberg. Joseph Mengele et Karl Klauberg figurent parmi les médecins les plus tristement célèbres qui ont mené des expérimentations médicales inhumaines sur des détenus pendant l'Holocauste, notamment dans le camp de concentration d'Auschwitz. Ces deux médecins opéraient sous l'idéologie du régime nazi, qui promouvait l'eugénisme et la prétendue supériorité de la race aryenne, comme nous l'avons déjà évoqué. Il est important de noter que les médecins au service de cette idéologie ne manquaient pas de qualifications. Pour illustrer cela, prenons deux exemples. Joseph Mengele est né le 16 mars 1911 à Günzburg, en Allemagne. Très tôt, il s'est intéressé aux sciences et a entrepris des études de médecine et d'anthropologie à l'université de Munich. En 1935, il a obtenu un doctorat en anthropologie avec une thèse sur les différences morphologiques des mâchoires humaines. Il a ensuite obtenu son diplôme de médecine à l'université de Francfort, où il a soutenu un second doctorat en 1938 sur les facteurs génétiques du bec de lièvre et de la fente palatine. Sa carrière a été influencée par son travail comme assistant du professeur Ottmar von Verschuer, un expert renommé en anthropologie raciale et en eugénisme. En 1943, il a été affecté au camp d'Auschwitz, où il est devenu une figure centrale dans la réalisation de recherches médicales cruelles. Il était connu pour son rôle dans les sélections sur la rampe d'arrivée, où il décidait qui serait envoyé à la mort et qui serait utilisé pour ses expérimentations. Son intérêt particulier pour les jumeaux l'a conduit à pratiquer sur eux des expériences atroces, espérant ainsi approfondir sa compréhension des différences génétiques. L'un des aspects les plus horribles de son travail a été sa tentative de changer la couleur des yeux des prisonniers, en injectant des substances chimiques dans leurs globes oculaires. Les personnes atteintes d'hétérochromie, c'est-à-dire avec des iris de couleurs différentes ou présentant plusieurs couleurs dans un même iris, étaient tuées pour permettre l'extraction de leurs yeux. On estime que Mengele est responsable de la mort de milliers de personnes dans des conditions horribles, y compris l'exécution d'au moins 12 paires de jumeaux lors de la liquidation du campement Tzigane en 1944. D'un autre côté, Karl Klauberg, né en 1901, était un gynécologue allemand qui a également travaillé à Auschwitz. Il a commencé ses études de médecine dans les universités de Kiel, Hambourg et Graz, obtenant son diplôme 6 ans après la Première Guerre mondiale. Initialement, il a travaillé comme assistant à l'Institut de médecine légale et sociale de l'université de Kiel. Il a soutenu un doctorat en médecine 1 an après et a ensuite travaillé dans une clinique gynécologique, se spécialisant dans la recherche sur les hormones sexuelles. Avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, il a été nommé professeur privé, puis, 4 ans plus tard, a obtenu une chaire extraordinaire à l'université de Königsberg. Klauberg était un expert respecté dans le domaine de la recherche hormonale
et a mis au point des médicaments hormonaux, notamment le Proginon et le Proluton. Cependant, il est également tristement célèbre pour ses expérimentations sur la stérilisation et la fécondation artificielle menées dans le camp de concentration. Il a travaillé dans le tristement célèbre Bloc 10, où il a réalisé des procédures brutales sur des femmes prisonnières. Ces expériences incluaient l'injection de substances chimiques dans l'utérus pour obstruer les trompes de Fallope, causant de graves dommages physiques ou la mort de ses victimes. Klauberg a réalisé plus de 800 stérilisations, provoquant des souffrances physiques et psychologiques profondes. Ces deux médecins se considéraient comme des scientifiques contribuant à l'hygiène raciale et à l'amélioration de la société à travers leurs expérimentations. En particulier, Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, est devenu un symbole de la brutalité du régime nazi. Son travail à Auschwitz a non seulement entraîné la mort d'innombrables prisonniers, mais a également constitué une violation extrême de l'éthique médicale. Après la guerre, Mengele a réussi à fuir et a vécu dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, échappant à la justice pendant des années. Karl Klauberg, quant à lui, a été arrêté après la guerre, libéré en 1955, mais rapidement arrêté à nouveau. Il est mort presque 2 ans plus tard. Corps soumis au froid extrême, l'éthique brisée de la science nazie. Malheureusement pour toutes les personnes retenues dans les camps de concentration de cette époque, les cas de Mengele et de Klauberg n'étaient pas isolés. Sigmund Rascher, médecin allemand, s'est distingué par ses expériences inhumaines au camp de concentration de Dachau pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses travaux portaient sur la résistance au froid, dans le but supposé de comprendre comment le corps humain pouvait survivre à des températures extrêmes, notamment pour venir en aide à la Luftwaffe dans le cadre des pilotes abattus au-dessus de la mer. Ces recherches visaient également à améliorer les soldats. On croyait que les Aryens allemands, considérés comme purs, possédaient une supériorité innée sur les autres groupes humains. Mais cette condition pouvait, selon les nazis, être perfectionnée par des interventions scientifiques. Par exemple, Adolf Hitler cherchait des méthodes pour que les soldats s'adaptent mieux aux climats extrêmes, qu'ils soient très froids ou très chauds. Ses capacités étaient stratégiques, la guerre s'étendant à des régions au climat rude comme l'Afrique du Nord ou la Norvège. En 1942, Heinrich Himmler, chef de la Schutzstaffel, confia à Rascher la direction d'un groupe de recherche sur les effets de l'hypothermie sur le corps humain. Les tests, principalement effectués sur des prisonniers, les soumettaient à des situations extrêmes. Une des méthodes les plus cruelles était l'immersion dans des bains d'eau glacée. Les prisonniers étaient plongés pendant de longues périodes pour observer les réactions physiologiques de leur corps. Leur température corporelle chutait souvent à 27 degrés Celsius, entraînant un risque élevé de mort par hypothermie. Outre les bains de glace, certains prisonniers étaient exposés à des températures négatives en extérieur, nus pendant plusieurs heures. Certains endurèrent jusqu'à 14 heures de froid extrême, ce qui causa des hypothermies graves et souvent la mort. Une méthode particulièrement obscène, appelée chaleur animale, consistait à réchauffer les sujets en hypothermie par contact corporel avec des femmes nues. Cette pratique était extrêmement cruelle et dégradante. On estime qu'une centaine de personnes moururent à cause des expériences de Rascher, qui documentait ces décès et pratiquait des autopsies, parfois alors que les cœurs battaient encore. Bien qu'il prétendît améliorer les techniques de sauvetage des pilotes, la brutalité de ces méthodes est indéniable. Ces travaux ont laissé des séquelles physiques et psychologiques profondes chez les rares survivants, dont beaucoup souffrirent de blessures graves, d'organes endommagés et de troubles psychologiques tels que le stress post-traumatique. La déshumanisation subie par ces prisonniers a marqué à jamais leur existence. Albert Widmann, le chimiste de la mort au sur du nazisme. Albert Widmann, chimiste allemand et officier des SS, joua un rôle central dans le développement et la mise en œuvre des méthodes d'extermination durant le national-socialisme. Ces activités sont étroitement liées au célèbre programme Action T4, dont l'objectif était de tuer systématiquement des personnes handicapées et des malades mentaux, tout en réduisant le stress psychologique des bourreaux. Il joua un rôle décisif dans les tests d'explosifs et de gaz, destinés à rendre ces meurtres plus efficaces. En 1940, il participa à la planification des assassinats et recommanda l'utilisation du monoxyde de carbone comme méthode d'exécution.
Les premiers essais d'explosifs eurent lieu en Biélorussie 1 an plus tard. Weidmann fut envoyé à Minsk avec Arthur Neb, le commandant de l'Einsatzgruppe B, pour expérimenter des méthodes alternatives de mise à mort. Ils transportèrent 400 kilos d'explosifs et des tubes métalliques pour faire sauter un bunker où étaient enfermées des personnes handicapées mentales. Après des problèmes initiaux d'allumage, Weidmann décida de déclencher lui-même l'explosion. Cela se termina de manière chaotique. Toutes les victimes ne moururent pas immédiatement. L'explosion provoqua une scène particulièrement macabre. Des morceaux de corps furent dispersés dans la zone, certains pendus aux arbres, alors que certains prisonniers, blessés et couverts de sang, sortirent du bunker en criant de douleur. Une deuxième charge contenant 100 kilos supplémentaires d'explosifs fut déclenchée, détruisant complètement le bunker. La conclusion fut que cette méthode était inefficace, ne produisant pas les résultats attendus pour tuer les personnes. Après ses échecs avec les explosifs, Weidmann se tourna à nouveau vers le monoxyde de carbone. Lors d'une autre expérience à Mogilev, une pièce hermétiquement close contenant 2 à 3 dizaines de patients fut remplie des gaz d'échappement d'un véhicule en marche, acheminé par des tuyaux. Après quelques minutes, tous les occupants étaient morts. Ce procédé expérimental s'avéra beaucoup plus efficace et fut ensuite utilisé pour tuer des personnes à l'aide de dispositifs mobiles. Le rôle de Weidmann dans ce programme ne se limita pas au développement de méthodes d'extermination. Il fut également responsable de se procurer des drogues utilisées pour tuer des enfants et des malades mentaux, souvent sous le prétexte qu'ils recevaient des traitements médicaux spéciaux. La tromperie des familles des victimes faisait partie intégrante de cette pratique cruelle. Les effets des expériences de Weidmann furent dévastateurs. On estime que des dizaines de milliers de personnes furent tuées dans le cadre du programme Action T4. Les méthodes qu'il développa furent par la suite perfectionnées dans des camps d'extermination tels qu'Auschwitz. Il est important de noter que Weidmann n'agissait pas par conviction idéologique. Il se percevait plutôt comme un professionnel chevronné dont le travail consistait à résoudre des problèmes. La soi-disant hygiène raciale mise en pratique, l'horreur de la stérilisation nazie. Pendant la période du national-socialisme en Allemagne, les pratiques de stérilisation furent l'un des nombreux exemples d'expérimentations menées sous prétexte de recherche médicale et scientifique. Parmi les médecins responsables de ces atrocités figuraient Karl Kloberg, déjà évoqué, et Horst Schumann, qui réalisèrent leurs essais principalement à Auschwitz. Ces procédures étaient motivées par l'idéologie de la pureté raciale et visaient à réduire les naissances parmi les groupes considérés comme indésirables par le régime, notamment les Juifs, les Roms et les personnes handicapées. Karl Kloberg débuta ses expérimentations de stérilisation entre 1942 et 1943, initialement dans le camp pour femmes d'Auschwitz-Birkenau. Par la suite, il fut affecté au bloc 10, où il se consacra au développement de méthodes de stérilisation massive sans intervention chirurgicale. Sa technique principale consistait à injecter un agent chimique dans les trompes de Fallope des femmes, provoquant de graves inflammations et, inévitablement, l'infertilité. Il était convaincu qu'avec les ressources adéquates, il pourrait stériliser des centaines de femmes en une seule journée, illustrant ainsi la brutalité et la déshumanisation de son approche. Horst Schumann, un autre médecin impliqué, travailla également à Auschwitz et se concentra sur le développement de méthodes rapides et discrètes de stérilisation pour de grands groupes de personnes. Il n'était pas un novice en médecine. Il débuta ses études à Leipzig en 1925, poursuivit à Innsbruck, puis obtint son doctorat à l'université de Halle 6 ans plus tard. Après avoir reçu son autorisation d'exercer, il travailla d'abord comme assistant en chirurgie à l'hôpital universitaire de Halle. En 1933, il intégra le service de santé publique et devint finalement médecin en titre. Plus tard, il rejoignit les SA en tant que médecin et occupa divers postes au sein de l'Association médicale nationale socialiste. Comme Kloberg, Schumann s'appuyait sur des principes pseudo-scientifiques qui justifiaient la déshumanisation des prisonniers. Les deux médecins opéraient dans des conditions extrêmes, et les femmes étaient souvent trompées sur le véritable objectif des procédures, croyant à tort qu'elles participaient à des traitements pour améliorer leur fertilité. Les méthodes de stérilisation utilisées par Kloberg et Schumann étaient brutales. Elles allaient de l'injection de substances irritantes directement dans l'utérus,
à des interventions chirurgicales invasives sans anesthésie. Dans certains cas, des radiations aux rayons X étaient utilisées pour endommager les organes reproducteurs, provoquant des complications graves et souvent la mort. La technique consistant à brûler les organes reproducteurs avec des produits chimiques était particulièrement douloureuse et entraînait des souffrances extrêmes. Ces expérimentations se déroulaient dans un climat de terreur et de coercition, où les femmes étaient traitées comme de simples objets d'étude. L'absence de consentement éclairé et la manipulation psychologique des victimes étaient courantes. Les femmes qui subissaient ces procédures souffraient non seulement de graves dommages physiques, mais également de traumatismes psychologiques profonds. La brutalité et la déshumanisation qu'elles enduraient laissèrent des cicatrices émotionnelles qui perdurèrent bien après la guerre. On estime que des milliers de femmes furent soumises à des stérilisations forcées et beaucoup d'entre elles souffrirent de complications graves qui altérèrent leur santé physique et mentale au fil du temps. Les décès résultant de ces pratiques, bien que difficiles à quantifier précisément, se comptent par milliers. En pratique, les résultats des expériences des deux médecins n'avaient aucune valeur scientifique et étaient destinés à la torture systématique et à la déshumanisation des détenus. La stérilisation était justifiée comme un moyen de prévenir la naissance de vies indésirables, et la législation joua un rôle crucial dans la légitimation de ces pratiques au sein du système politique établi. La promulgation de lois telles que le Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ou Loi pour la prévention des maladies héréditaires dans la descendance, en 1933 fournit un cadre légal à la stérilisation forcée. Ces lois créèrent une façade de légalité permettant aux médecins de mener leurs expériences sans craindre de représailles. C'était en somme l'injustice érigée en loi. Inoculation mortelle, la réalité des maladies dans les camps de concentration. Ce n'est pas tout. Des maladies furent volontairement inoculées parmi les détenus. Ces pratiques, menées par divers médecins et membres des SS, avaient pour but de tester des vaccins et d'obtenir des connaissances médicales, souvent avec des conséquences dévastatrices pour les victimes. Entre 1941 et 1945, des expériences furent réalisées dans plusieurs camps, notamment Buchenwald et Natzweiler, où des prisonniers furent infectés par la fièvre typhoïde et d'autres maladies. L'un des cas les plus notoires fut celui des expérimentations sur la fièvre typhoïde à Buchenwald. Dans ce camp, une station de test fut établie où du sang de détenus infectés était utilisé pour inoculer d'autres prisonniers en bonne santé. On estime que plus de 90% des personnes contaminées moururent directement des suites de ces inoculations. La méthode consistait à injecter du sang virulent, entraînant des souffrances extrêmes et une mortalité élevée. Un autre aspect terrifiant fut l'infection délibérée d'enfants par la tuberculose. Kurt Eismayer, médecin des SS, mena ses pratiques au camp de Neuengamme, où il injecta des solutions bactériennes directement dans les plaies et les poumons des enfants. Ces interventions, prétendument des traitements vaccinaux, causèrent de fortes fièvres et souvent la mort des petits. Souvent, les enfants étaient ensuite tués par des injections de morphine, administrées sous prétexte de calmer leur douleur avant leur exécution. L'utilisation de la morphine dans ces essais servait aussi à manipuler les prisonniers, leur faisant croire qu'ils recevaient un traitement médical. Cependant, ces injections étaient souvent fatales et beaucoup furent exécutés après les avoir reçues. La tromperie et la manipulation étaient omniprésentes. Les recherches sur la fièvre typhoïde et la tuberculose ne sont que des exemples parmi un schéma plus large d'abus médicaux dans les camps de concentration. D'autres infections furent délibérément induites avec des pathogènes tels que le gaz gangréneux, afin de tester de nouveaux médicaments comme les sulfonamides. Certains prisonniers furent également exposés à des gaz de combat, tels que le phosgène ou le gaz moutarde, pour étudier leurs effets sur le corps humain. Ces pratiques causèrent non seulement des souffrances immenses, mais aussi la mort de nombreux détenus. La motivation derrière ces expériences était une combinaison d'ambitions scientifiques et d'idéologie nazie. Les médecins, comme Eismayer, étaient souvent animés par le désir de faire avancer leur carrière et de gagner en reconnaissance dans le système nazi. L'idéologie raciste jouait également un rôle central. Certains groupes racialement inférieurs étaient perçus comme plus sensibles aux maladies et donc considérés comme des sujets d'expérimentation idéaux. Certains médecins justifièrent leurs actions en se cachant derrière les lois et ordres du régime. Par exemple,
Fritz Fischer, qui participa à ces pratiques, déclara que son obéissance à l'autorité de l'État le dispensait de toute responsabilité individuelle. Il se voyait comme un simple exécutant. De plus, certains médecins estimaient que leurs expériences étaient nécessaires pour l'avancement de la science. Ils affirmaient que les connaissances acquises pourraient améliorer les vaccins et traitements pour les soldats au front. Cette perspective utilitariste qui mettait en avant le bien-être collectif au détriment de la souffrance individuelle facilita la réalisation de ces procédures. L'idée qu'il fallait des conditions optimales de recherche fut également utilisée par des médecins comme Sigmund Rascher, qui plaidait pour des expérimentations dans un environnement contrôlé. Ces convictions, combinées à la pression gouvernementale, conduisirent à une série d'abus médicaux d'une ampleur difficile à appréhender pleinement. Le côté atroce de la génétique, l'obsession de Mengele pour les jumeaux. Joseph Mengele, connu sous le surnom de Ange de la mort, devint tristement célèbre durant la Seconde Guerre mondiale pour ses expériences médicales cruelles au camp de concentration d'Auschwitz. Son intérêt particulier se portait sur les jumeaux, qu'il considérait comme des sujets idéaux pour ses recherches sur l'hérédité et les variations humaines. Mengele croyait fermement que l'étude des jumeaux pouvait lui fournir des informations précieuses sur les différences génétiques et leurs effets sur la santé, ainsi que des méthodes pour augmenter la natalité de jumeaux dans la population allemande racialement pure. À partir de 1943, il entreprit une série d'expériences brutales sur des jumeaux, incluant des injections de substances chimiques, des transfusions sanguines et des interventions chirurgicales sans anesthésie. L'un des procédés les plus barbares qu'il utilisa consistait à injecter des poisons ou des agents pathogènes à l'un des jumeaux, l'autre servant de contrôle. Cette pratique entraînait souvent la mort rapide du jumeau contaminé, une issue que Mengele observait avec froideur. Il procéda également à des transfusions sanguines entre jumeaux pour étudier les réactions du corps humain sous différentes conditions. Les amputations sans anesthésie et l'induction délibérée de maladies comme le typhus faisaient également partie de ces expériences. Dans certains cas, Mengele aurait même tenté de coudre des jumeaux ensemble pour voir s'ils pouvaient survivre en étant ainsi transformés en siamois. On estime qu'environ 1400 paires de jumeaux furent victimes de Mengele. Beaucoup furent logés dans des baraquements spéciaux où ils étaient soumis à des tests médicaux constants. Les survivants ont partagé des récits déchirants de leur expérience. Une survivante a décrit l'atmosphère de terreur et de désespoir dans laquelle ils vivaient, conscients que leur vie dépendait d'un médecin qui les considérait comme de simples objets d'étude à briser ou jeter sans aucun remords. Elle se souvenait « Je ne me rappelle plus de son visage, seulement de ses bottes bien cirées. Quand j'entendais ses pas, je me glissais sous le lit, je me recroquevillais, je fermais les yeux. Je pensais qu'il ne me trouverait pas. » Les témoignages des survivants révèlent non seulement la douleur physique qu'ils ont subie, mais aussi le traumatisme psychologique qui les a marqués pour le reste de leur vie. Beaucoup d'entre eux ont ressenti un isolement profond et une stigmatisation, peinant à partager leurs histoires ou à trouver un soutien émotionnel. La séparation de leurs jumeaux et la perte de leurs proches durant l'Holocauste ont contribué à un sentiment écrasant de perte d'identité. Certains survivants ont passé des années, voire le reste de leur vie, à chercher leurs frères ou sœurs jumeaux, dans l'espoir de reconstruire un sentiment d'appartenance et de connexion. Les séquelles physiques sont également visibles chez de nombreux survivants qui portent souvent les marques des atrocités subies, cicatrices laissées par les interventions chirurgicales, conséquences des maladies induites et problèmes de santé chroniques. Ces souffrances sont un rappel constant de ce qu'ils ont enduré. Le traumatisme psychologique, lui, a laissé des cicatrices invisibles mais tout aussi profondes, se manifestant sous forme de troubles anxieux, de dépression et de difficultés à établir des relations interpersonnelles. Mengele cherchait à comprendre les différences génétiques entre les jumeaux et à explorer la survie humaine dans des conditions extrêmes. Ces expériences incluaient des tests de résistance à des températures extrêmes et l'observation de la réaction des jumeaux à la privation d'eau et de nourriture. Survivre au vide et à la déshydratation, conséquence de l'altitude et de l'eau salée. Dans le camp de Dachau, des recherches furent menées pour explorer les limites de la résistance humaine dans des conditions extrêmes. Ces expériences, dirigées par des médecins tels que Sigmund Rascher et Wilhelm Beiglböck, se distinguèrent par leur brutalité et leur mépris total pour la vie humaine.
En mai 1941, le docteur Rascher entreprit une série d'expériences visant à étudier les réactions du corps humain face à une altitude extrême. La justification officielle de ces recherches était de fournir des données utiles pour la survie des pilotes dans des situations d'urgence en haute altitude. Pour cela, Rascher mit en place des conditions dites optimales grâce à des chambres de décompression où les prisonniers furent exposés à des variations soudaines de pression et à des niveaux d'oxygène réduits. Certains tests duraient de longues périodes pour observer combien de temps un être humain pouvait survivre sans oxygène. Lors d'une de ces expériences, un détenu fut exposé à une altitude simulée de 12 000 mètres sans oxygène pendant près de 30 minutes. Les sujets, majoritairement des prisonniers de guerre ou autres détenus, étaient soumis à des conditions extrêmes, telles que des montées rapides en altitude simulée. Les expériences incluaient également des descentes brutales de pression, simulant des accidents aériens. Les paramètres, comme la température et l'altitude, étaient surveillés grâce à des appareils de mesure installés dans les chambres, permettant un contrôle rigoureux des conditions. Les réactions physiologiques des sujets furent documentées, notamment des symptômes d'hypoxie, tels que des vertiges, une confusion mentale et des pertes de conscience. Les complications cardiovasculaires étaient fréquentes, avec une augmentation du rythme cardiaque qui aboutissait souvent à des arrêts cardiaques. Sur environ 200 prisonniers soumis à ces tests, entre 70 et 80 moururent des suites des conditions imposées. La brutalité de ces expériences était évidente, non seulement en raison du taux de mortalité élevé, mais aussi par le traitement des corps après la mort. Les cadavres étaient immédiatement disséqués pour recueillir des données médicales supplémentaires. Dans certains cas, les autopsies furent pratiquées alors que les cœurs battaient encore, permettant à Rascher de poursuivre ses expériences. En 1944, le docteur Wilhelm Beiglböck mena des expériences parallèles dans le même camp, cette fois sur la consommation d'eau salée. L'objectif affiché était de déterminer combien de temps un être humain pouvait survivre en buvant uniquement de l'eau de mer. Les prisonniers furent répartis en groupes et reçurent différents types d'eau, de l'eau salée pure, de l'eau salée altérée pour imiter l'eau douce et de l'eau dessalée. Les résultats furent catastrophiques. Les sujets souffrirent d'une soif intense, de crampes musculaires et de délire, car le corps humain ne peut pas traiter l'eau salée. Cela conduisit à une insuffisance rénale et à d'autres défaillances organiques graves. Dans une tentative tordue de justifier ces actes, Beiglböck expliquait parfois aux victimes les tortures qu'elles allèrent subir, incluant les effets psychologiques de la faim et de la soif qu'il étudiait également. Bayer et l'Holocauste, la sombre connexion de l'industrie pharmaceutique avec le régime nazi. La participation d'entreprises comme Bayer à l'exploitation de prisonniers pour la recherche médicale durant la Seconde Guerre mondiale constitue un chapitre sombre de l'histoire de l'industrie pharmaceutique et chimique. Fondé en 1863, Bayer fut l'un des membres fondateurs du conglomérat IG Farben, qui joua un rôle clé dans le système économique du Troisième Reich. Pendant près de 25 ans, Bayer opéra au sein de cette alliance, qui ne se limitait pas à la production de produits chimiques et pharmaceutiques, mais collaborait activement avec le régime nazi dans ses politiques génocidaires. Ces pratiques, inhumaines et stratégiquement orientées, visaient à obtenir des avantages économiques et scientifiques. La participation de Bayer pendant la Seconde Guerre mondiale illustre le lien entre la cupidité industrielle et les violations systématiques des droits humains. Les entreprises pouvaient fabriquer leurs produits à moindre coût, n'ayant pas à payer de salaire régulier. En collaborant étroitement avec les autorités et les institutions militaires, Bayer et d'autres compagnies obtinrent des contrats lucratifs pour la production de produits chimiques et d'armement, prospérant financièrement durant la guerre. Les conditions optimales de recherche dans les camps de concentration fournissaient un cadre que certains médecins considéraient comme idéal pour mener des expériences médicales. Pendant le conflit, le régime utilisa systématiquement des travailleurs forcés pour soutenir l'effort de guerre. Bayer et d'autres entreprises d'IG Farben établirent des camps de travail, notamment Auschwitz-Monowitz, où une usine exploitait de la main-d'œuvre forcée pour produire du caoutchouc synthétique et d'autres matériaux essentiels. On estime qu'environ 35 000 prisonniers passèrent par cette installation, avec une mortalité alarmante. Environ 25 000 moururent des suites des conditions inhumaines et de l'épuisement extrême.
Les entreprises tirèrent un immense profit de cette exploitation, utilisant cette main-d'œuvre captive dans leur processus de production. Outre l'exploitation des travailleurs, Bayer participa également à des essais médicaux dans les camps de concentration, notamment à la mise au point de vaccins et de médicaments. Beaucoup de détenus moururent ou furent gravement blessés suite à ces expérimentations. Par exemple, dans le camp de Buchenwald, des prisonniers en bonne santé furent délibérément infectés par le virus de la fièvre typhoïde, entraînant un taux de mortalité élevé. Les résultats de ces expérimentations permirent aux entreprises de lancer de nouveaux produits sur le marché, utilisables dans des contextes militaires et civils. Un autre aspect sombre de l'implication du conglomérat fut sa participation indirecte à la production du Zyklon B, un pesticide à base de cyanure utilisé comme arme chimique dans les chambres à gaz des camps d'extermination comme Auschwitz et Majdanek. Bien que la production et l'utilisation de ce gaz aient été principalement gérées par l'entreprise Degesch, IG Farben détenait une part importante de ces actions. À partir de 1940, le Zyklon B fut utilisé pour expérimenter sur des prisonniers dans des camps tels que Buchenwald, où ses effets létaux furent testés sur des êtres humains. Enfin, l'idéologie raciale nazie imprégna tous les aspects des opérations commerciales. Bayer ne se contenta pas d'ignorer les atrocités commises contre les Juifs et d'autres groupes persécutés. L'entreprise adopta activement des postures en faveur de l'idéal arien. Par exemple, les contributions significatives de scientifiques juifs comme Arthur Eichengrün, qui fut le premier à synthétiser l'aspirine, furent délibérément effacées ou minimisées. Après la guerre, IG Farben fut jugé à Nuremberg et dans d'autres procès pour son rôle dans les crimes du Troisième Reich. Malgré une reconnaissance tardive de sa complicité dans l'Holocauste, Bayer continua d'exister en tant qu'entité corporative, se restructurant et se revitalisant dans les décennies suivantes. Bayer devint par la suite un membre fondateur de la fondation Mémoire, Responsabilité et Avenir, reconnaissant sa responsabilité historique et offrant des compensations aux travailleurs forcés. Ces initiatives, bien que nécessaires, n'ont pas toujours répondu aux attentes des victimes. Les résultats des expérimentations menées durant la guerre ne furent pas uniquement utilisés à des fins militaires immédiates, mais influencèrent également la recherche après-guerre. De nombreux scientifiques impliqués furent transférés aux États-Unis dans le cadre du projet Paperclip, où ils poursuivirent leurs travaux en utilisant les connaissances acquises dans des circonstances inhumaines. Témoignages de souffrance, mémoires immortalisées des survivants. Les survivants des camps de concentration ont laissé des témoignages poignants documentant l'inhumanité des expériences qu'ils ont subies. Parmi eux figure Wanda Poltowska, qui survécut aux cruelles expérimentations du camp de Ravensbrück. Dans son livre « Et j'ai peur de mes rêves », elle raconte « Les nazis utilisaient sans scrupule des femmes enceintes comme cobayes et jetaient même des bébés dans les fours crématoires. » Ces atrocités faisaient partie des tests supervisés par le docteur Karl Gebhardt, visant à développer des traitements pour soigner les blessures des soldats allemands. Dans son autobiographie, Poltowska décrit comment on lui ouvrit la jambe pour y injecter des bactéries purulentes. La douleur était insoutenable, et beaucoup de ses camarades moururent ou furent grièvement blessés. Elle relate également comment des messages secrets d'autres femmes lui redonnèrent la force de survivre. Wanda décrit les fractures et amputations délibérément infligées pour en étudier les effets, une expérience qu'elle vécut elle-même. « Je me suis promis que, si je survivais, je défendrais la vie sous toutes ses formes. » Eva Kor et sa sœur Myriam furent séparées de leur mère à Auschwitz, un moment qui marqua à jamais leur vie. Eva se souvenait. « Il nous a arrachés des bras de ma mère. » Les jumelles furent sélectionnées par Joseph Mengele pour ses études génétiques. La première nuit dans le camp fut terrifiante. Eva se rappela avoir vu les corps de 3 jeunes filles gisant sur le sol sale, une image gravée dans son esprit. Je n'avais jamais vu quelqu'un de mort avant cela. Les tests médicaux auxquels elles furent soumises étaient humiliants et atroces. Eva raconte « On nous laissait nus pendant des heures pour mesurer chaque partie de nos corps. C'était horrible et dégradant. On leur prélevait fréquemment du sang jusqu'à provoquer des évanouissements. » Eva explique « Ils voulaient savoir combien de sang une personne pouvait perdre et rester en vie. Un jour après une injection létale, Mengele déclara « Dommage, elle est si jeune. Elle n'a plus que 2 semaines à vivre. »
Malgré ce diagnostic fatal, Eva s'accrochait à une seule pensée: « Je dois survivre ». Après la guerre, Eva et Myriam rentrèrent chez elles, mais découvrirent que leur famille avait été anéantie. 9 mois plus tard, nous sommes rentrés, pour constater que personne d'autre n'avait survécu. Un autre cas marquant est celui du docteur danois Carl Vernet qui, à Buchenwald, tenta de soigner l'homosexualité par des interventions hormonales. Ces expériences reposèrent sur la fausse idée que l'homosexualité était une maladie curable médicalement. Vernet développa un dispositif implantant des glandes artificielles libérant de la testostérone. Selon lui, les résultats initiaux sont prometteurs. Certains commencent à s'intéresser aux femmes. Les survivants décrivent ces pratiques comme des tortures. Un détenu témoigne: « L'opération fut un supplice. On m'a implanté quelque chose dans l'aine qui brûlait comme du feu. Nous l'appelions roche de feu. » Un autre prisonnier ajoute: « Personne ne se portait volontaire pour ces expériences, car rares étaient ceux qui en ressortèrent vivants. » Vernet, non content de réaliser ces interventions, en analysait les résultats. Dans une lettre à ses supérieurs, il affirmait: « Un prisonnier montre des changements significatifs. Il semble s'intéresser au sexe opposé. » Ces affirmations étaient mensongères, sans aucun fondement scientifique. Les méthodes de Vernet, cruelles et inefficaces, étaient surtout dépourvues d'éthique, réduisant les prisonniers à de simples cobayes humains.